bienvenue dans un nouveau vlog lecture spécial romance de Noël spécial lesbienne. Ouais. On est le 2 décembre et sur une semaine je vais essayer de lire approximativement 3 romances lesbiennes que j'ai sélectionnées en amont. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Je voulais être un peu plus dans le mood de Noël et en fait à chaque fois, tous les ans, je vois des gens, je vois beaucoup de lectrices qui en lisent des romances de Noël et ça m'intrigue mais ça me donne pas forcément envie, mais j'ai envie d'en avoir envie, vous voyez un peu. J'ai envie de comprendre un peu le charme, en tout cas d'essayer, mais à chaque fois que je lis un pitch d'une romance de Noël, ça me gave déjà, ça me lasse, je me dis c'est quoi l'intérêt? Alors que je sais qu'il y a peut-être un intérêt, mais j'ai juste la flemme de découvrir et j'ai envie de surmonter cette flemme. Et du coup, je suis passée par un autre biais qui est celui des romances queer. Parce que bah, c'est déjà plus rare, on en parle moins, notamment les romances lesbiennes. Parce que les romances gays, en vrai, ça va, c'est de plus en plus populaire. Mais les romances lesbiennes, j'ai l'impression que j'en entends beaucoup moins parler, du coup ça attise un peu plus ma curiosité. Je me dis que peut-être il y aura des tropes, par exemple là dans le roman que je suis en train de lire, je vous montrerai, il y a des tropes qui sont hyper prévisibles et de plus en plus clichés dans les romances hétéros. Mais peut-être que quand c'est avec deux filles, du coup, par une perspective queer, ça paraîtra moins cliché pour moi, même si en vrai ça change rien. Je sais pas trop. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les romances de Noël c'était un peu. Ça va être dur ce que je veux dire, mais des lectures inutiles entre guillemets. Vraiment parce que j'étais pétrie de préjugés, je me disais que bah oui en fait on sait dès le départ que ça va être une histoire happy ending, il n'y a pas forcément de méchants, il n'y a que des coups de vase, mais du coup il n'y a pas forcément de choses qui peuvent intéresser pour la suite, qui peuvent tenir en haleine. Mais là je suis dans ma première romance de Noël ever, non pas ever parce que j'avais lu le recueil de Noël Le Flocon d'amour je crois, que j'avais bien aimé. Mais là, comme j'ai du mal avec la romance en général, je me disais que c'était vraiment pas fait pour moi et que j'allais pas en voir vraiment l'intérêt. Mais là, je comprends de plus en plus. Genre, je vois que c'est une extension de la période des fêtes dans laquelle on baigne, une extension qui rend l'environnement, l'atmosphère encore plus magique, encore plus onirique. J'arrive à saisir le réconfort que ça peut procurer, cette ambiance hivernale, cosy, où le temps s'étire un peu plus, le temps ralentit pour qu'on profite plus des proches, je sais pas, des paysages hivernaux, même s'il neige de moins en moins à cause du réchauffement climatique. Et donc là, dans la romance que je suis en train de lire, je saisis un peu ça et donc j'arrive enfin à surpasser mes préjugés et je comprends comment ça peut faire du bien aux gens, surtout en cette période-là, parce que bah, c'est beau, c'est cocooning et ça fait du bien et il n'y a pas besoin de plus pour que bah, ça légitime le succès de ce genre. Voilà. Donc au programme, 3 romances de Noël, je les ai choisis sur des critères un peu aléatoires, c'est un peu par vibes, peut-être parfois par résumé, je sais même plus les pitchs, on verra au fur et à mesure, je sais même plus comment je les ai choisis. Je voulais juste que ce soit des romances lesbiennes. Voilà, j'espère que je vais pas trop me lasser parce que si quand j'enchaîne des romances sur une courte période de temps, j'ai tendance à me lasser et c'est pas juste pour les dernières lectures parce que je serai pas dans un esprit très optimal pour apprécier ce qu'ils ont à m'offrir. C'est également toutes des lectures en VO parce que j'ai pas trouvé de lecture de romances lesbiennes en français qui m'intéressait vraiment, qui me donnait vraiment envie. Donc c'est dommage. Donc la première lecture c'est The Christmas Swap de Talia Samuel, publié chez Penguin. Dans cette histoire, on va avoir un trope de fake dating et je crois que c'est la première fois que je lis un livre avec ce trope là. Donc j'étais assez curieuse et en même temps j'étais un peu appréhensive parce que j'ai jamais compris l'intérêt de ce trope. Donc on va suivre Margot qui va devoir faire semblant d'être la petite amie d'un gars qui a été son client dans son entreprise. En tout cas, voilà, ils avaient fait une alliance professionnelle, ils sont bien entendus et le mec lui il dit qu'il n'arrive jamais à ramener une petite amie lors des fêtes, donc il complexe un peu et il a envie de fermer la gueule aux autres, donc il veut faire semblant d'avoir une petite amie. Elle vient de sortir d'une rupture très compliquée avec son ex petite amie, elle n'a pas forcément beaucoup d'amis donc elle sait qu'elle va passer un Noël assez mélancolique avec sa mère pour seule compagnie et peut-être un autre petit copain de sa mère parce que sa mère change constamment de petit copain. Surtout que c'est la première année où elle va passer Noël sans sa grand-mère avec qui elle s'entendait super bien mais qui est malheureusement décédée. Et donc elle va accepter l'arrangement avec le mec de se faire passer pour sa petite amie lors des fêtes. Au moins elle pourra passer du bon temps dans une famille sans être avec sa mère, avec qui voilà c'est un peu houleux, c'est pas très ouf. Le bémol c'est que quand elle arrive dans la maison et qu'elle rencontre la famille du mec, elle tombe sous le charme
genre ilco de la sœur du mec. De là va s'en suivre un quiproquo parce que déjà elle doit se faire passer pour la petite amie du mec, mais la sœur du mec, comment elle s'appelle déjà, Ellie, elle a mal interprété des conversations qu'elle a entendues entre son frère et Margot, et elle pense que Margot elle est là pour son argent en fait, parce que c'est une famille riche, et du coup Margot elle a l'air d'être surtout intéressée par son argent, par le profit de cette relation. Et donc Ellie, elle a une très mauvaise image de Margot et elle veut tout faire pour briser leur couple, ou en tout cas faire prendre conscience à son frère et à leur famille que Margot c'est une grosse arnaqueuse. Ellie également de son côté, tu sens qu'elle a du mal à se faire une place dans la famille parce qu'elle a une vie entre guillemets instable dans le sens où elle part en vadrouille, où elle change de copine toutes les années, donc elle n'a pas vraiment une bonne réputation aux yeux de ses parents, contrairement à sa sœur et à son frère. Et tu sens qu'elle en souffre un peu de ça. La seule personne avec qui elle s'entend vraiment bien dans la famille, c'est son grand-père. Et voilà, en vrai, je passe un bon moment. Dès le départ, il y avait des clichés, j'étais en mode, mais en fait, j'ai l'impression, comme ce sont des comédies, toutes les réactions sont exagérées, toutes les mises en scène sont exagérées. Donc, j'essaye un peu de m'ouvrir à ça, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude, du coup, je suis en mode, bon. Après, c'est un peu comme dans les mangas, c'est souvent exagéré, mais ça permet d'exacerber un peu cette ambiance festival, noëlesque, surtout pour moi qui ne fête pas vraiment chez moi, enfin, en tout cas, tu sais, on met pas de décor ou quoi. Et le fait d'être plongé dans une grande maison en plus, où voilà, il y a des décorations de partout, il y a des petits rituels, genre les dîners de famille, où vraiment il y a de la bouffe de partout, c'est super bon, c'est assez copieux, c'est assez festif. Bah, ça me rajoute un petit truc dans mon approche de Noël, en tout cas de mon approche de cette période des fêtes, parce que personnellement, dans la période des fêtes, ce que je préfère le plus, c'est la période avant Noël, avant les fêtes, avant le vrai réveillon, parce que l'appréhension, le fait de voir toutes les décorations dehors, je trouve que c'est beau. Il y a un petit truc assez chaleureux que je retrouve dans ce roman. Pour le fake dating, en vrai, dès le départ, ça titille un peu ma curiosité, parce que je voulais voir un peu les quiproquos, même si on sait qu'à la fin, voilà, ça va se dépatouiller et que les deux meufs vont finir ensemble. Mais c'est vrai ouais, il y a un peu cette appréhension, un peu de chippy et tout, donc je comprends un peu l'intérêt, mais c'est pas un truc que je vais bouffer dans tous les romans, quoi. Au niveau des scènes clichés, par exemple, alors c'est que le début, mais la première rencontre, c'est quand Margot, en fait, elle trébuche, je crois, et elle atterrit entre les boobs de Ellie. À quel moment ça arrive? À quel moment? Et après, comme elle continue de trébucher, enfin de tomber, Ellie la rattrape et du coup il y a un rapprochement physique direct. Ensuite, Margot elle a un gros crush, genre direct sur Ellie en disant que c'est la fille la plus belle qu'elle ait vue de sa vie. C'est trop rapide, tu vois. Enfin, moi j'aurais bien voulu qu'elles se rencontrent de manière platonique et que les sentiments se développent par la suite. Mais là, c'est comme si on te mettait déjà un peu tous les clichés du coup de foudre, de l'attirance physique, de la tension un peu sexuelle ou quoi. Après, c'est pas vraiment sexuel, c'est plutôt tension attractive. Mais pour moi, c'est trop. En fait, j'aime bien dans les romances où ça prend son temps. Au début, tu t'attaches à eux, à elles, par le biais de l'amitié. Et ensuite, ça te titille un peu, ça te laisse un peu te languir. Mais là, c'est juste trop rapide pour moi. Mais ça va. Je voudrais également parler du personnage masculin qui s'appelle Ben, du coup, qui joue le faux petit ami. Alors, physiquement, lui, c'est vraiment le cliché du geek. Il est décrit comme avec des grosses lunettes, très maigre, un peu socially awkward, dark également dans le sens où j'imagine que, enfin, je sais pas, il se met pas assez bien en avant. Je sais pas, je trouve que c'est très cliché. Après, c'est un très gentil garçon. Ce qui est cool, c'est que il est green flag et que normalement, on n'a pas vraiment à se méfier de lui. Et il a l'air d'être un potentiel très bon ami pour Margot, qui, comme j'ai dit, Margot, elle a peu d'amis. Elle a été isolée à cause de sa relation toxique avec son ex. Du coup, le fait qu'elle peut développer ce lien avec un nouvel ami, enfin, ça fait du bien de voir ça. J'ai bon espoir pour qu'on développe bien l'amitié, le fait que quand tu es dans une relation amoureuse, tu as quand même besoin d'amis et que la personne que tu aimes, ça peut être également ton ami, mais vaut mieux également d'avoir d'autres amis pour avoir notamment un regard extérieur sur ta relation, pour t'apprendre, pour t'aider à prendre du recul. Et j'ai l'impression que peut-être Ben, ça va être un peu ce genre de personne pour Margot, et je l'espère. J'espère vraiment que voilà, ça va pas négliger l'amitié et que on part sur une bonne relation, une bonne histoire entre eux deux. Après, pour lui, il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé. Attendez, j'avais marqué, j'avais pris des notes. Ellie, quand elle voit donc Margot et son frère ensemble, elle se dit qu'ils sont pas du tout faits pour être ensemble parce que Margot, elle a une aura d'alpha, vraiment, littéralement, dans le sens où elle a une aura tellement dominante
qu'elle peut pas aller avec son frère qui lui, comme j'ai dit, semble plus réservé, est très geek, est très bavard, enfin voilà, il parle beaucoup. Il est trop awkward. C'est une remarque qui m'a un peu fait bizarre. J'ai pas trouvé très correct dans le sens où c'est comme si Ellie était attachée à cette conception du couple hétéro avec le mec qui doit être l'alpha dans le couple, qui doit être le mec hyper viril, hyper débordant d'assurance et de confiance en lui, que la fille elle doit être un peu plus en retrait, enfin, alors que ça peut être également l'inverse, la fille peut avoir plus d'assurance et le mec c'est juste, il est un peu plus awkward ou quoi, et du coup je comprends pas trop ce jugement de la part d'Ellie, ça m'a fait mal pour le mec, ça pour son propre frère, et je trouvais ça assez réducteur. Juste, petite anecdote, un moment, le mec Ben, il confond la Thaïlande et Taïwan, et ça m'a fait rire parce que ce week-end, il y avait la Japan Touch, et avec mon ami, on allait à une conférence, une table ronde autour de la littérature taïwanaise, et il y avait notamment une autrice qui disait que avant que Taïwan prenne de plus en plus d'importance sur la scène internationale, entre guillemets, les gens confondaient beaucoup Thaïlande et Taïwan. On pensait directement à Thaïlande plutôt que Taïwan, et c'est vrai que quand j'étais partie à Taïwan, j'avais une pote qui pensait que j'étais partie en Thaïlande. Tellement Taïwan, c'est peut-être encore trop nébuleux dans l'esprit des gens, alors que c'est le créateur des bubble tea, n'oubliez pas. En dehors de ça, Taïwan, genre, c'est magnifique comme pays, c'est trop sous-coté comme pays. Et voilà, donc ça m'a fait mal, cette petite remarque. Mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien. Pour l'instant, Ellie, elle est grave méfiante de Margot, il y a encore des quiproquos. J'ai hâte de voir comment ça va se dépatouiller. En plus, c'est une lecture assez courte, donc normalement, la prochaine fois que je vous prendrai, j'aurai fini. Voilà pour mon premier bilan. J'espère que je vais passer encore un bon moment. Je vous laisse et à suivre pour la suite. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, le mercredi 3 décembre, et j'ai terminé la première romance de Noël de ce vlog. Alors je pense qu'au final dans ce vlog je vais lire seulement 2 romances de Noël au lieu de 3, parce que sinon je vais faire une indigestion et ce sera pas juste pour le troisième livre que je vais chroniquer, puisque je vais sûrement être assez amère et acerbe dans mon avis. Donc voilà, on va s'arrêter à 2, déjà que là avec le premier j'ai l'impression d'être déjà repu, donc je vais faire une pause avant de m'attaquer au deuxième. Mais sinon, pour revenir au premier livre de Christmas Swap de Talia Samuels, pour rebondir sur ce que j'ai pu dire hier, j'avais dit que le temps semblait ralentir, s'étirer en longueur, mais en même temps c'est parce qu'il se passe énormément de choses. Les relations évoluent et se développent à une vitesse inouïe, les sentiments amoureux notamment se développent et évoluent très très rapidement. D'ordinaire, ça pourrait pas mal me déranger dans la romance, parce que j'aime bien quand c'est vraiment slow burn, et là c'est pas du tout slow burn parce qu'en l'espace de quelques jours, tu vois, genre elles ont le coup de foudre, elles deviennent de plus en plus proches, complices. Ça peut arriver dans la vie, mais moi dans une fiction c'est pas forcément ce que je recherche. Et là ça me dérange moins parce que j'ai l'impression vraiment qu'on est dans une sorte de capsule hors du temps. Dans une sorte de cocon. Il y a un peu la magie des fêtes à l'œuvre, et du coup t'as l'impression que tout est possible. Ça me dérange un peu moins. C'est également un moment idéal pour se concentrer sur les proches, pour s'écarter un peu de l'effervescence de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, pour renouer avec les proches, pour faire la paix avec eux, avec soi-même si c'est possible. Du coup ça a donné lieu à des scènes, notamment fraternelles, entre Ellie et Ben, son frère, qui étaient assez touchantes, où ils se livraient, où ils se montraient plus ouverts et vulnérables l'un envers l'autre. Et ça, c'était attendrissant parce que ça leur permettait de surmonter leurs préjugés et de vraiment voir l'un l'autre de manière authentique et réelle. Ça, c'était cool. Pareil pour la relation amicale entre Margot et Ben, leur moment de complicité, leur moment où Margot, elle arrive à se confier sur sa relation toxique. C'était vraiment beau, et puis ça montrait comment on pouvait soutenir ce genre de personnes victimes des abus émotionnels. En parlant des abus émotionnels, au niveau de la relation toxique que Margot a eue avec son ex-petite amie, je trouve que c'était cool parce que je crois que dans les relations lesbiennes, les relations toxiques sont encore sous-estimées dans la société, parce que peut-être que, voilà, on parle pas mal des relations toxiques dans les couples hétéros ou même dans les couples peut-être gays, mais dans les couples lesbiens, c'est peut-être moins mis en avant, alors que ça peut être tout aussi dangereux, tout aussi violent. Et puis c'était assez réaliste parce que Margot, elle conscientise, mais de manière progressive et difficile, son statut de victime, le fait qu'elle a été victime d'abus émotionnels, d'emprise psychologique. Tu sens que c'est un processus, c'est un cheminement qui est assez ardu, qui n'est pas évident, et ça montre
encore plus à quel point il a fallu du courage et de la force pour le reconnaître et pour tenter de guérir. Donc voilà, je trouve que c'est un beau message, c'est une belle représentation. Pour d'autres sujets, bah, on peut voir également la pression que ça peut être ce genre de réunion de famille, parce que qui dit période de fête dit souvent bah, on le fête, on célèbre ça avec la famille, et donc on va retrouver des membres de la famille avec qui on n'est pas forcément en accord sur certaines choses et on doit un peu se les coltiner durant cette période-là. Donc ça peut être une période assez stressante et on le voit également ici puisque ils ont des mentalités différentes. Ellie et Ben craignent un peu le jugement de leurs parents, ils ont l'impression d'être des moins que rien parce qu'ils subissent une pression monstre selon eux. Et on peut voir comment notre réussite professionnelle, notre réussite personnelle qu'on s'est construite tout au long de l'année, ça peut s'écraser contre un jugement aliénant des parents, le fait qu'ils ne voient pas ça comme ça et qu'ils nous projetaient dans autre chose, dans une autre conception du bonheur. Donc ça peut être assez lourd, ça peut être assez pesant. Après, à la fin, tout se résout un peu de manière miraculeuse, je trouve. Enfin, c'était très idéalisé. Je pense que dans la vraie vie, avec des adultes, certains adultes, si tu parles et si tu dis qu'ils ont eu tort sur certaines choses, ils vont pas forcément se remettre en question, ils vont jouer un peu sur l'âge, sur la hiérarchie dans la famille pour dire que bah, tu te trompes, que tu es trop immature, etc. Bref, donc pour moi c'était un peu idéalisé, c'était un peu rushé vers la fin. La fin est archi niaise. Après, j'imagine que c'était inévitable parce que forcément à la fin tout doit bien se résoudre, mais je trouvais que c'était peut-être un peu forcé. Après, j'ai eu un peu ma larme à l'œil parce que bah, je suis assez sensible et très fragile vis-à-vis des relations familiales, amicales, notamment dans les fictions, parce que je trouve ça tellement, tellement beau. Mais là, en fait, ouais, c'était peut-être un peu trop. Il y avait plein de trucs assez mièvres qui s'enchaînaient. J'étais, c'est bon, je vais faire une surdose là, stop. Pareil, vers la fin, tu sens que l'autrice, elle voulait un peu build up le suspense avec plein de péripéties qui s'enchaînaient. Des moments où les protagonistes féminins se détachaient, se distançaient avant de peut-être se retrouver. Et parfois, il y avait des quiproquos encore. Et c'était des quiproquos et des dramas que je trouvais un peu forcés. Genre, d'un côté, c'est peut-être un peu réaliste parce que ça rendait compte à quel point on a une psychologie qui peut être malmenée par notre propre peur, nos propres appréhensions. Et donc, c'est normal que parfois, elles réagissent de manière un peu impulsive, qu'elles surinterprètent des choses. Il y a un côté assez humain, mais d'un autre côté, c'est assez répétitif. Je suis en mode, oh, c'est bon, on va se calmer, on sait qu'à la fin, tout va bien se terminer. Et en plus, ça se résolvait de manière bah, c'était très facile, quoi. C'était d'un coup, voilà. C'était un peu comme pour gagner du temps, le temps de pouvoir encore malmener le lecteur avant le happy ending, mais c'est prévisible, quoi, et du coup, bof, bof. Donc voilà, vers la fin, j'étais un peu fatiguée, j'étais un peu moins dedans, mais sinon, dans l'ensemble, bah, j'ai bien aimé. J'ai mis la note de 3,25 sur 5, ce qui est pas mal parce que c'est une bonne surprise. Je suis contente que ma première approche avec les romances de Noël, bah, c'était avec ce livre-là. Parce que c'était pas aussi indigeste que ce que je pensais. J'ai passé de bons moments. Il y avait des moments qui m'ont fait sourire, des moments où je me sentais bien, réchauffée par l'ambiance. Après, voilà, je vais pas consommer à outrance ce genre-là durant cette période-là parce que sinon je vais pas, je vais mourir. Mais une fois de temps en temps, peut-être une ou deux fois chaque année, ça peut être cool. Donc voilà, je vous conseille si vous voulez une relation amoureuse lesbienne. Après, est-ce que c'est différent des relations hétéros, des histoires d'amour hétéro qu'on pourrait lire? Bah, c'est difficile pour moi de juger parce que j'en lis pas forcément, j'ai jamais vraiment lu de romance de Noël hétéro hormis Flocon d'amour. Mais il me semble que c'était Mims. Ouais, c'est un peu dans le genre Mims, il n'y a pas de scène de sexe. C'est vraiment des scènes de bisous, c'est encore assez pudique, mais c'est tout mignon. Voilà, donc ensuite je vais passer au deuxième roman et j'espère que ça va bien se passer. J'espère que je serai pas déjà trop lassée pour la deuxième romance. J'aimerais bien aller au marché de Noël à Lyon. J'y étais allée, mais là j'aimerais bien y aller pour filmer des petits trucs pour ce vlog-là. On verra pour la suite. Salut! Je vous retrouve, on est le samedi, je ne sais plus combien, 6-7 décembre. Et je suis un peu dans le caca pour ce vlog parce que j'ai pas très envie de continuer la romance de Noël que je suis en train de lire. C'est How to Escalate a Heart de Jake Maya Harlow. Je m'en fous de tout, de l'histoire, des personnages, de la romance.
Alors, c'est également parce que j'ai switché de mood ces derniers jours parce que bah, je lisais d'autres choses, plutôt de la fantasy, et je suis plongée, immergée totalement dans un manga qui n'a rien à voir au niveau des vibes. Je suis en train de lire Innocente Rouge de Shinichi Sakamoto, publié chez Delcourt. Hier, j'ai dévoré le préquel. En fait, il y a deux séries, il y a Innocente et Innocente Rouge. Et hier, j'ai dévoré la première série, Innocente. Oh, c'était trop bien, et du coup je me suis précipitée de nouveau à la médiathèque pour emprunter les tomes qui étaient disponibles du Sekai Innocente Rouge parce que c'est sur mon héroïne préférée. Il y a des planches, elle est... parfois ça me coupe le souffle, et à un moment j'ai fait pleurer tellement je la trouvais magnifique. Mais du coup, bah, j'aime trop, mais ça n'a rien à voir avec une romance de Noël pépère parce qu'on est sous le régime de Louis XVI. On est un peu durant la période de la Révolution française, un peu avant, et on suit la famille d'exécuteurs au service de la famille royale qui a réellement existé, donc au niveau historique c'est trop intéressant. Et on a cette héroïne qui voilà, est dans une société qui est très patriarcale, très oppressante pour les femmes, et elle essaie de se faire un nom, de se libérer des attentes qu'on peut avoir d'une femme pour forger sa propre liberté et son propre destin en tant qu'exécutrice. Et voilà, c'est très gore, c'est très 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 graphique, explicite. Voilà, c'est vraiment pour public averti. Mais j'aime trop, c'est trop bien. Je me dis, je vais quand même essayer d'avancer dans la romance de Noël puisque c'est le sujet principal. Mais en même temps, j'aimerais bien ouais, lire Innocente Rouge aussi. Je vous ferai peut-être un update rapide. Mais le challenge là, c'est vraiment la romance de Noël. Bah, on se retrouve pour voir si j'arrive à accrocher ou pas à la romance de Noël. Je l'espère. Même si elle est courte, mais... Hey, je vous retrouve, on est le mardi 9 décembre et je vous retrouve pour le dernier bilan de ce vlog qui s'est annoncé moins stimulant, moins dynamique que ce que je voulais parce que je voulais un peu varier les plans parce que là on se retrouve vraiment cloîtré chez moi, ce qui a été un peu mon cas pour ce vlog, je vais pas mentir, parce que de base je voulais vous emmener au marché de Noël, à la fête des Lumières pour dynamiser un peu le vlog avec des séquences nocturnes magnifiques, mais au final ces activités me semblaient trop énergivores parce que j'avais besoin de me ressourcer, de recharger ma batterie sociale qui était complètement KO. Je voulais pas me confronter au monde extérieur, du coup je me suis terrée chez moi. Et c'était bah, tout aussi bien pour moi parce que personnellement j'ai pu lire pas mal de choses. Je vais pas tous vous les présenter parce que c'est pas le sujet. Mais en l'occurrence j'ai pu finir la deuxième romance de Noël pour clôturer ce vlog. Une romance qui m'a laissé beaucoup plus mitigée que la première, ce qui est ironique parce que je pensais vraiment que cette romance-là, cette deuxième romance, avait plus de chances d'être appréciée par moi que la première, parce que je me suis juste focalisée sur les couvertures. Et sur la couverture de la deuxième romance, qui est donc How to Excavate a Heart de Jake Maya Harlow, il y avait une femme qui m'avait l'air tellement magnifique avec ses cheveux noirs, bruns, bouclés, courts, enfin je sais pas, je trouve qu'elle dégageait quelque chose d'assez charismatique, et au final elle m'a pas plus marqué que ça. Pareil pour les autres personnages, les relations, l'ambiance, je suis restée très hermétique, très fermée par rapport à tout ce que ça me proposait, ce qui est vraiment dommage. En gros, on va suivre notre héroïne aux cheveux courts, bouclés, qui va s'installer dans une ville pendant les vacances de Noël, le temps de son stage en paléontologie, auprès d'un chercheur qui est vraiment son idole, donc c'est vraiment son rêve. Et c'est également l'occasion pour elle, pour à la fois fuir sa mère, alors que sa mère est adorable, et ne pas passer les fêtes avec elle, et également fuir la ville dans laquelle elle étudiait le temps des vacances, et là où elle vient également de vivre une rupture très difficile, un peu comme dans la première romance, il y a un peu des similitudes. Donc voilà, ça a été une relation lesbienne intense, qui l'a passionnée, qui l'a consumée, mais qui l'a rejetée, et donc là elle a l'impression que voilà, elle a plus espoir en l'amour. D'un autre côté, elle va également se retrouver à promener le chien d'un des voisins, et ce voisin-là a une fille qui s'appelle Mei, je me rappelle plus du nom de l'héroïne, mais je me rappelle de Mei, qui elle, contrairement à l'héroïne, est dans cette ville contre son gré, puisque elle voulait passer les fêtes avec sa mère, mais au final elle se retrouve avec son père parce que ses parents sont divorcés. Donc elle est un peu grincheuse au début, et quand elle voit l'héroïne, ça s'améliore pas trop, parce que ce que je vous ai pas raconté, et qui est quand même assez impactant, c'est qu'au début, quand la mère de l'héroïne l'a emmenée dans cette ville-là, en voiture, elles ont failli renverser Mei. Donc ça n'a pas été une approche très concluante, et au final c'est pas vraiment enemies to lovers, je tiens à l'avertir, parce qu'elle se noue d'amitié très très vite, elle se noue même d'affinité, d'attraction physique très très vite.
C'est pas vraiment un slow burn, après en même temps le livre est court, mais c'est ça qui m'a peiné parce que moi j'aime bien les slow burn, mais là j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage, je me suis sentie très distante, je m'en foutais de ce qui pouvait leur arriver. Le stage en immersion dans la paléontologie, qui est un domaine que je connais pas du tout, ça aurait pu être intéressant. Le truc c'est que on restait en surface, l'héroïne a fait que nettoyer des fossiles, donc on reste assez détaché de tout ça. Au niveau de la plume également, ça n'a pas facilité la tâche. En général, quand je lis en anglais, je fais pas forcément attention à la plume parce que c'est pas ma langue maternelle. Moi, tant que je comprends, si l'anglais il est simple, franchement ça me va. C'est juste que là, je trouvais que c'était peut-être un peu trop simple. Il y avait des tournures peut-être un peu trop familières pour moi qui fait que j'avais l'impression de lire un texte qui était peu travaillé en amont, peu abouti. Je trouvais que l'ambiance Noël était moins prononcée aussi. Je sais pas, j'ai pas vraiment ressenti la magie de Noël à part vers la fin où c'est vraiment niais. J'ai l'impression que c'est surtout un livre où si tu t'attaches au personnage, tu vas passer un bon moment, parce qu'au final, il se passe pas grand-chose. J'avais l'impression d'avoir rien vécu. Du coup, je me suis pas attachée au personnage, donc je me suis vraiment ennuyée. Parfois, vraiment, vers la fin, j'avoue, j'ai lu en diagonale, j'étais ok, c'est bon, on a compris. Et je passais les pages et j'avais l'impression que c'était interminable, quoi. Après, pour les côté positif, comme j'ai dit, on aborde une relation passée qui a été assez toxique. Et sur le coup, on remarque pas forcément d'où vient cette toxicité et à quel point c'est toxique, parce que là, Trigger Warning va parler d'agression sexuelle, même de VIOL. Et le fait que l'héroïne, elle soit un peu dans le déni, ou elle conscientise pas tout ça directement, je trouve que c'était assez réaliste. Et en fait, on suit un peu son cheminement à mesure que elle commence à avouer ce qui s'est passé avec son ex. Donc ça, c'était plutôt bien fait. Également, comme pour la première romance, ça montre comment évoluer vers une relation plus saine en amour, notamment en pouvant équilibrer tout ça avec l'amitié, avec la famille, le fait qu'il n'y a pas que l'amour, que la romance dans la vie. C'est ça que j'aime bien, et je sais pas si c'est un peu un cas général, un aspect général pour toutes les romances de Noël, parce que du coup dans l'appellation on a romance, mais c'est également un genre qui est propice pour aborder d'autres relations, l'importance de d'autres liens, que ce soit amicaux ou familiaux. Et c'est pour ça que les gens s'y sentent bien, que les lecteurs se sentent en sécurité, se sentent bien accueillis, se sentent réconfortés par ce genre de lecture. Donc voilà, moi je faisais vraiment une fixette sur le fait que si c'est de la romance, du coup ça va être trop niais ou trop cliché ou trop prévisible pour moi, et c'est pas le genre de relation qui me touche le plus dans les fictions. C'est pour ça que j'ai mis du temps à franchir le pas, mais là je suis agréablement surprise par le fait que dans les 2 romances que j'ai lues pour ce vlog, on s'intéresse pas mal à la famille, à l'amitié, et au fait que c'est super important pour notre construction personnelle. Et voilà, donc ça c'était cool. Après, l'héroïne aussi, elle était ingrate avec sa mère. Parfois, elle avait des réactions, même elle en est consciente. En mode, mais là, je suis horrible avec ma mère, mais elle n'arrive pas à se retenir. En fait, elle est constipée émotionnellement. Mais c'était pas très agréable. Du coup, après, à la fin, évidemment, ça va. Il y a également le fait qu'elle n'a pas fait son coming out encore à sa mère. Donc, je comprends pourquoi ça peut la distancer. Mais parfois, c'était gratuit. Enfin, par contre, pour revenir sur les similitudes, il y a une expression qui est revenue pour les 2 romances, c'est diarrhée verbale. Alors oui, c'est un peu inattendu pour des romances de Noël où ça a l'air un peu plus glamour, mais du coup je me dis, je lisais en anglais, je suis jamais tombée sur cette expression-là. Du coup, est-ce que c'est une expression, c'est pas trop utilisé, c'est juste que voilà, est-ce que c'est tombé pour pile les 2 choix de lecture que j'ai fait pour ce vlog-là, ou alors c'est vraiment assez fréquent dans notamment la lecture contemporaine en anglais, je sais pas trop. Mais j'aime bien cette expression, le fait de parler en continu. Je pense que je vais l'utiliser, moi. Voilà, je suis une gamine, ok? Je fais tout ce qui est caca. Je suis encore un peu dans tout ce délire humoristique. Il m'en faut peu. J'utilise déjà constipation sociale pour moi-même, et diarrhée verbale, ce sera adéquat pour moi aussi dans certaines situations. Voilà, bref, sinon, grosso modo, je lui ai mis la note de 2,25. J'ai même peut-être tombé à 2. J'ai l'impression d'être trop dure, mais en fait, ça traduit surtout mon expérience de lecture, et j'avoue que vers la fin, j'ai été essoufflée. J'étais, mais c'est bon qu'on en finisse là. Donc voilà, c'est dommage. Mais pour conclure sur une bonne note, quand même, ce vlog-là, un peu rester dans la thématique du queer. Je sais pas trop si on peut dire que ce manga c'est queer, mais je pense que si, parce qu'au niveau de certaines scènes, au niveau des personnages, des vibes, franchement, il y a quand même un côté. Du coup, je voudrais parler de mon expérience avec la saga Innocente, que je vous ai brièvement présentée, de Shinichi Sakamoto, publiée chez Delcourt. Ce week-end-là, j'ai dévoré la saga. C'est divisé en 2 saisons. La première saga, Innocente, qui est constituée de 9 tomes, et cette saga-là, constituée de 12 tomes.
j'ai dévoré, j'ai adoré. En fait, on va suivre une famille qui a réellement existé sous le règne de Louis XV, Louis XVI, un peu à la veille de la Révolution française. Donc on va suivre la famille qui exécutait les condamnés à mort par l'autorité royale. Et c'est super... Ah, c'est très graphique. Vraiment, c'est pour public averti. Au moins de 16 ans. C'est très graphique, que ce soit au niveau de la violence et au niveau sexuel. Alors, déjà, le gros point faible, je trouve, c'est que tu sens vraiment le male gaze peser sur certaines scènes. Le fait que les femmes sont souvent très dénudées pour rien. Elles sont placées de manière à ce que tu vois que c'est un peu pour satisfaire les pulsions voyeuristes du lecteur s'il en a. Et parfois, tu es en mode, mais pourquoi? Après, ça rajoute peut-être un petit charme à l'esthétique. Ça rentre un peu dans la vibe où c'est assez dérangeant, où c'est brut en fait, c'est violent, il n'y a pas de filtre. Mais pour moi, parfois, c'était pas nécessaire. Je sais pas. Après, oui, ça rentrait un peu dans le fait que ça dénonçait parfois les perversions, notamment des personnages masculins, mais j'ai pas vraiment senti que ça mettait également en valeur certains personnages féminins. Mais en parlant de personnages féminins, dans la famille, du coup, je crois que la plupart des membres de la famille ont existé, à part, je crois, Marie-Joseph Sanson. Bah non, c'est en français, du coup, c'est Sanson, qui est donc une femme qui va défier son destin de femme au XVIIIe siècle en France, c'est-à-dire se marier et avoir des bébés. Elle veut pas de cet avenir-là, elle veut devenir exécutrice. Et donc, elle va poursuivre cette destinée et elle a aucun remords à tuer, à exécuter des gens. Elle prend plaisir de cette puissance qu'elle a. Parce que dans cette famille-là, voilà, il y en a qui vont se rétracter, il y en a qui vont avoir du mal à accomplir ça. Et psychologiquement, c'est super intéressant parce que tu te mets à leur place, t'es en mode, mais cette charge sur eux, et en plus, c'est ironique parce qu'ils exécutent un peu la justice royale, mais en incarnant cette justice de manière meurtrière, qui sont considérés comme des monstres, comme des gens qui portent malheur. Et pourquoi je disais ça? Oui, et du coup, ça a pesé lourdement sur les épaules des exécuteurs. Enfin, ils sont bien humanisés, je trouve, et le fait que parfois ils sombrent un peu dans la folie, enfin en tout cas, ils sont de plus en plus insensibilisés à ce qu'ils pourraient commettre. Et c'est dur de fixer les limites de la morale parce que parfois ils en ont pas, parfois ils vont les outrepasser sans même s'en rendre compte. Franchement, c'était super intéressant et c'était haletant parce que tu sentais vraiment la souffrance des condamnés à mort, tu sentais parfois que c'était vraiment injuste. Et ça met en avant notamment les méthodes de torture. C'est vraiment pas pour Noël, on est d'accord. Mais si vous voulez un manga historique, mais vraiment bien fait, très puissant, très intense, à offrir, ou même pour vous en vrai. En plus, le style, enfin, je vous mettrai des exemples de planches, mais incroyable. Je me suis encore perdue. Euh, oui, je parlais des méthodes de torture. Et on en apprend pas mal. Et tu te dis, c'est ouf. Parce qu'avant la guillotine, il y avait d'autres méthodes plus sophistiquée, plus créative, de manière morbide. Vraiment, mon coup de cœur, ça a été Marie-Joseph, qui, comme j'ai dit, elle défie les conventions, elle rentre pas dans les cases, elle déborde complètement, elle est violente, elle est féline, elle est sauvage, elle est manipulatrice. C'est vraiment un personnage moralement gris, parce que comme j'ai dit, elle a du plaisir en fait à même à tuer des innocents. En fait, elle règle tout par la violence et la mort. Elle n'est pas obligée de tuer, mais elle va quand même tuer si ça permet de résoudre le problème plus rapidement. C'est hyper glaçant, mais je trouve que ça rajoute de son charme parce que les maigres moments de vulnérabilité qu'on entreaperçoit chez elle, c'est plus percutant peut-être parce que tu sens que voilà, elle reste humaine et elle a des sentiments. Mais j'aime bien parce que du coup c'est audacieux quoi. Ça va pas la lisser juste pour créer un personnage qui soit attachant. Non, 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 c'est limite une antagoniste parfois. Mais du coup, franchement, j'aime trop. Et elle est trop belle. Elle est trop belle. Et vraiment, les couvertures. Non, mais... Et donc, en fait, la première série était concentrée sur le maître de la famille, de sa jeunesse à l'âge adulte. Et dans Innocente Rouge, le séquel, ça se concentre surtout sur Marie-Joseph, sur l'héroïne. Et j'ai trop aimé, j'ai beaucoup plus préféré ce séquel-là. Et je m'y attendais pas. Mais même s'il se passe des choses horribles, même s'il y a pas mal de morts, mais je reste très distante des personnages d'un point de vue émotionnel, parce que je sais pas, peut-être que je me protège en fait. Mais vers la fin, j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, j'étais waouh. Pour Marie-Joseph, j'étais... En fait, je sais pas, j'étais en mode putain, je me suis vraiment attachée à elle, alors que parfois elle est horrible, mais elle est
tellement charismatique. Le fait que vraiment elle crache à la gueule de la société patriarcale, mais c'est trop satisfaisant. En termes de romance queer, il y a elle et moi, si vous voulez aussi. Parfois, il y a des planches. En fait, l'auteur, il mixte un peu les styles. Même si c'est un récit historique, parfois, il va un peu dériver vers un genre plus contemporain où en fait il va transposer les personnages dans un milieu genre scolaire avec un peu des clichés des filles en uniforme japonais en train de blablater et tout. Enfin, je sais pas, j'explique très mal, mais dans le sens où ça permet un peu de renforcer peut-être cette proximité de nous, de notre société contemporaine avec l'histoire, et le fait que ça montre que l'histoire se répète peut-être, que le fait de transposer ce genre de choses dans notre société, ça montre que ça détonne pas forcément et que quoique parfois ça détonne. Je sais pas ce que je. En fait, je connais pas les intentions de l'auteur, j'essaie juste d'interpréter, mais je trouve que ça donne un peu cette idée de cycle, cette idée du fait que c'est universel comme histoire, même si c'est dans un cadre historique précis, mais que ce sont des choses qui peuvent ricocher encore maintenant et qui peuvent se perpétrer de nouveau. Et voilà. Il y a aussi des moments où il y a vraiment un décalage entre le dessin et ce qui est dit avec la vulgarité de certains personnages. Enfin, vraiment, je vous mettrai des exemples, mais c'est trop drôle et tellement. C'est peut-être pour montrer, je sais pas, la superficialité de certaines relations, de certains personnages. Il y a un certain jugement, ou alors le fait que sous les apparences qui ont l'air tellement raffinées, se cache une certaine perversité. Sinon, en termes de queerness, si vous voulez encore quelqu'un à shipper avec moi, je suis en train de poursuivre la saga de l'art de la guerre, je crois, de Wesley Chu, avec le tome 2 ici, l'art de la destinée, de Wesley Chu, publié chez Brajlon. Je suis en train de lire, youpi. Si vous voulez, j'aurai ma chronique du tome 1 en barre d'infos. Et dedans, il y a des personnages féminins, mais tellement badass. T'en as une en particulier, elle est trop stylée. Si je pouvais l'épouser. Bref, dernière obsession. J'ai revisionné Blue Eye Samurai sur Netflix. En fait, j'avais visionné il y a bientôt 2 ans, mais j'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire parce que je trouvais l'héroïne tellement belle que je regardais juste pour sa beauté, pour son charisme, même pas pour son histoire. C'était vraiment un intérêt mais superficiel et esthétique. Et là, du coup, je l'ai revisionné parce que la saison 2 va bientôt sortir, pour vraiment me remettre dans le bain et m'immerger vraiment dans l'histoire et apprécier la série à sa juste valeur pour ses qualités en animation, en développement de personnages, notamment les personnages féminins qui sont tellement bien écrits, et aussi pour m'intéresser à l'héroïne, mais de manière plus profonde, plus psychologique, parce qu'elle est tellement bien construite, elle est tellement fascinante. Pareil, en matière de queerness, je pense que vous pourrez être satisfait. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant parce que ça parle un peu de cette binarité, non-binarité entre masculin et féminin, parce qu'en gros, on a une héroïne qui se déguise pas forcément en homme, mais qui se laisse considérer comme un homme parce qu'elle a un peu une apparence androgyne, qui agit comme un homme parce que, du coup, en tant que femme, dans cette période historique au Japon, et c'est pas évident parce que t'es emprisonnée dans un destin qu'on te donne. Et elle, en fait, elle poursuit une vengeance personnelle. Et pour ça, elle doit se déguiser en homme pour accéder à certaines choses. Du coup, il y a un peu c'est ce dilemme en elle entre masculin et féminin. Elle est les deux à la fois. Et le fait que, en fait, elle se définit mais par rapport aux normes. Parce que ce sont les normes qui disent si t'es une femme, tu dois faire ça, et si t'es un homme, tu dois faire ça. Et du coup, elle fait des choses d'homme, mais c'est une femme. Ce sont des réflexions également qui peuvent se développer dans notre interprétation, dans notre sensibilité face à ce qui arrive au personnage, et c'est trop bien. Vous voyez un peu, genre mes fanarts de Vi, si voilà, vous n'êtes pas au courant, j'ai une obsession avec Vi, je trouve. Enfin, j'ai un crush, un énorme crush sur elle. Et en fait, mon crush pour Mizu, qui est l'héroïne de Blue Eye Samurai, c'est en train un peu de dépasser Vi. C'est pour vous dire. Parce que vraiment, l'histoire de Mizu, c'est tellement bien fait. Et pareil, c'est un personnage moralement gris. Et c'est un personnage imparfait moralement, mais c'est ça qui est bien. C'est humain et c'est réaliste. Et tu comprends d'où ça sort. Et elle est tellement touchante. Et le fait que. En fait, j'ai envie de la prendre dans mes bras. Et elle est tellement mélancolique, mais elle commence peu à peu à s'ouvrir. Mais c'est trop bien fait. J'aime trop, j'aime trop. Et puis aussi, t'as un autre personnage féminin qui, elle essaie d'utiliser les codes qu'on lui donne en tant que femme pour s'en servir pour acquérir du pouvoir, et c'est réaliste et c'est trop bien fait. Bref, j'aime trop. J'ai trop hâte de la saison 2 et vraiment je vous le conseille parce que j'ai vu que des témoignages de personnes trans notamment qui disaient que elles se reconnaissaient notamment dans le personnage de l'héroïne, dans ce conflit intérieur, et je trouve ça super intéressant. Du coup, j'aimerais bien lire d'autres témoignages.
Et voilà, c'est tout. Bah voilà, en fait ce vlog a été également l'occasion de revenir sur le Holy Trinity de mes crushs en ce moment, qui est donc Marie-Joseph, Sally de l'art de la dessinée et Mizu de Blue Eye Samurai. Alors que ça n'a rien à voir avec les romances de Noël. En fait, je pensais vraiment que j'allais avoir un crush sur la fille aux cheveux bouclés, court de How to Escalate a Hurt, mais au final, ça l'a pas fait parce qu'il y a également la personnalité qui devrait rentrer en compte et j'ai pas accroché à sa personnalité. J'espère quand même que ça vous a plu malgré tout ce blabla. Globalement, je suis contente de m'y être mise. Je regrette pas du tout d'avoir tourné ce vlog là, même si au final ça n'a pas été aussi dynamique que je voulais. Mais franchement, ça a été vraiment une bonne découverte, le fait que je suis sortie de ma zone de confort et que au final, je regrette pas du tout et que ça m'a fait découvrir des œuvres qui, même si voilà, au final, je ressors parfois un peu mitigée sur certains points, ça me donne quand même envie de m'élancer vers d'autres œuvres pour développer un peu mon opinion dessus, et multiplier les expériences et profiter de la période des fêtes à travers la littérature de manière cocooning, conviviale, chaleureuse. Et voilà, dites-moi si vous avez des romances de Noël à me conseiller, que ce soit hétéro ou queer, peu importe, du moment que vous dites là, ça pourrait lui plaire. Peut-être voilà, avec une mise en avant de la famille, des amis. Est-ce qu'il y a des romances de Noël qui cassent les codes, qui sont plus pragmatiques? Je sais pas si ça existe, parce que on recherche surtout le réconfort dans ces lectures. S'il y en a qui consomment beaucoup plus que moi des romances de Noël, je pense qu'il y en a. N'hésitez pas à me faire part de vos conseils, de votre opinion. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous retrouver pour d'autres lectures passionnantes, mitigées, mais qui m'apportent quand même pas mal d'expérience et qui m'enrichissent quand même malgré tout. Merci vraiment et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!